Bonjour, vous regardez France 24, bienvenue, et c'est l'heure de l'entretien. Aujourd'hui, il sera question d'un pays dont on parle peu, si ce n'est lorsque l'actualité et les médias, mal intentionnés, le couvrent d'opprobre que l'on songe seulement à l'affaire du Darfour. Il s'agit du Soudan, ou des Soudans, comme il faut dire désormais. C'est en tout cas la thèse que soutient de façon beaucoup plus subtile mon invité Michel Rimbaud, arabisant, africaniste, ancien ambassadeur. Son ouvrage, Le Soudan dans tous ses états, n'est pas un récit vaguement croustillant d'un ancien diplomate de la France, mais bien la dénonciation de ce qu'il considère comme un acteur hypocrite, la communauté internationale, facteur en quelque sorte d'un néocolonialisme qui frapperait le Soudan. Monsieur Rimbaud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je parlais à l'instant de néocolonialisme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un grand méchant, un grand impérialiste qui frappe le Soudan ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci, vous avez assez bien décrit ce que je voulais dire dans mon livre. Oh, dire qu'il y a un grand méchant impérialiste. Je crois qu'il y a différents temps dans l'histoire du Soudan. C'est pourquoi c'est une des choses que j'ai voulu faire, d'abord donner une narrative plus équilibrée de ce qui se passe, de l'histoire moderne et contemporaine du Soudan, et puis ensuite la plus juste peut-être et plus équitable que ce qui en a été fait. Il faut voir, et c'est pour ça que je le replace finalement le Soudan à la fois dans son environnement arabe, africain, régional, mais également mondial, et je resitue l'histoire du Soudan et notamment la dernière période, celle qui fait la plus problème, j'allais dire, depuis le coup d'État de 1989 qui a mis en place le régime du général El-Béchir et puis du cher Hassan el-Tourabi, au moins pendant 10 ans. Bon, el-Béchir est resté là, Tourabi a été évincé du pouvoir, mais il faut replacer ça parce que c'est très intéressant. Le coup d'État arrive en 89, un an après, donc il est salué d'ailleurs par les Américains, il faut bien se rappeler quand même, comme un coup d'État d'officier patriote et honnête. Bon, mais un an ou un an et demi après, il y a les phares de l'Irak et il se trouve que le Soudan va afficher son soutien à Saddam Hussein. Donc ce qui est un mauvais point. Et ensuite, ça va être reproché, ça va être le premier des griefs. Et ensuite, bon, en 90-91, en même temps que l'affaire irakienne, il y a la chute de l'Union soviétique et du bloc communiste. Et alors ça, vous dites, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'équilibre mondial, parce que c'est à partir de ce moment-là... Peut-être pas pour les Russes. Je ne sais pas, j'en sais rien, ça c'est aux Russes d'en décider, mais tel n'est pas mon propos. Moi, c'est pas mon problème. Du point de vue international, je pense que c'est une catastrophe, parce que ça a changé, il y a plus d'équilibre mondial, il n'est jamais bon qu'il y ait un seul qui décide, et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une politique unipolaire, que la France a d'ailleurs toujours dénoncée, et ensuite, c'est à ce moment-là qu'est née la notion de communauté internationale, qui s'identifiait un peu à laquelle l'Occident s'identifiait, en rejetant dans les ténèbres extérieures tous les autres pays, et notamment il y avait le centre qui était l'Occident, il y avait une périphérie qui était les États voyous, parias, en faillite, faibles, fragiles, etc. Le Soudan, il devient État voyou entre guillemets à partir de quand? De 1991-92, dès qu'il affiche son soutien à Saddam Hussein, et il n'y a plus d'Union soviétique pour faire contrepoids. Dès 1980, ensuite, il va accueillir des militants islamistes. Alors maintenant, évidemment, on a une idée assez biaisée de ce que sont les militants islamistes, mais à l'époque, le Soudan, c'est le péché suprême, accueillir des militants islamistes. Et donc, en 1993, le Soudan est déjà inscrit sur la liste des États terroristes par les États-Unis. Il y est toujours, d'ailleurs, 20 ans après. Oui, alors, quand vous dites, effectivement, il accueille des militants islamistes... Oui, Ben Laden, notamment. Notamment, Ben Laden. Mais il va l'expulser en 96. Oui, mais enfin, il y a quand même de quoi se faire du souci à ce moment-là. Je vous dis pas le contraire, mais cependant, je pense que tout ça, bon, d'abord, Ben Laden n'a pas fait d'attentat à partir du Soudan, je pense, il était là. Alors évidemment, j'en parle beaucoup, c'est un peu un langage provocateur aussi, de dire, ce sont des investisseurs, c'est vrai que c'était des fois de curieux investisseurs, mais tout le monde n'est pas Ben Laden. Bon, en tout cas, il est expulsé en 96 vers l'Afghanistan. Ça, je suis en mai 96. Et avec toute sa famille et ses sbires et tout son entourage. Mais pour le Soudan reste, lui, sur la liste des États terroristes. Ce qui va déclencher, en fait, le maximum d'opprobre sur le Soudan, c'est l'accusation faite aux Soudanais d'avoir fomenté l'attentat contre Moubarak à Addis Abeba en juin 1995. Alors, c'est pas vrai, parce que l'accusation a été, il n'y a jamais eu de preuve. Néanmoins, ça enclenche un cycle de sanctions au Conseil de sécurité, allant jusqu'à une menace de blocus total contre le Soudan. Mais vous dites, l'unilatéralisme n'est jamais bon, mais
c'est à cette époque-là, après la chute de l'Union soviétique, que l'on voit des conflits asymétriques voir le jour. Donc il n'y a pas forcément des États-Unis seuls qui ont le pouvoir de décréter la qualité ou l'infamie de tel ou tel pays. Moi, je crois que si. Enfin, disons, l'Amérique est une grande puissance, bien sûr. Et entre 1990, je dirais, et 2008, puisque je situe la fin de l'unilatéralisme et du monopole américain impérial, si on veut, dans 2008, je crois que pendant ces 18 ans, c'est là qu'on va voir naître la notion de communauté internationale. Il n'y a pas que l'Amérique, mais il y a quelques États occidentaux, notamment les 2 membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont la France et la Grande-Bretagne. Seulement, à partir de 1990, c'est un peu un brouillon. Il y a beaucoup d'hésitation. On va te faire comment affirmer cette suprématie qui a été gagnée idéologiquement. Bon, et en 2008, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est le réveil de la Russie, la crise de Russie-Géorgie, je pense, suite aux expériences yougoslaves. C'est la fin. Il y a un temps d'arrêt, un coup d'arrêt qui va être mis par la Russie de Poutine, etc., pour dire maintenant, voilà, c'est fini. Ça veut dire que le coup d'arrêt mis par la Russie de Poutine est un coup d'arrêt aussi aux valeurs universelles que défendent la communauté internationale? Non, la communauté internationale, je mets toujours l'expression entre guillemets, parce que pour moi c'est une caricature de communauté internationale. Pourquoi c'est une caricature? Parce que je dis qu'elle est réduite à 3 pays occidentaux ou 4 qui font la loi, et puis tous les autres sont priés de se taire, ou de rejoindre, de s'embroncher, ou de se soumettre ou de se démettre. Se soumettre en ce qui concerne les États, par exemple, de l'ancien... l'espace post-communiste, disons, qui renaît sous forme de pays émergents, c'est bien de la pas de la périphérie marginalisée, mais du deuxième. Il y a le centre qui est l'Occident, et puis autour, il y a tous les États qui sont de l'ancien, les blocs des non-alignés, le bloc communiste, les grandes puissances, la Russie, la Chine, etc., le Brésil, les BRICS, ça vient de là, ça ne vient pas de l'Occident. Vous parliez de provocation tout à l'heure, parfois dans votre livre. Il y a une chose qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit finalement, est-ce que cette provocation, ce n'est pas pour dédouaner un certain nombre d'États, de chefs d'État? Je pensais à Omar el-Béchir. Vous dites, par exemple, les États-Unis se sont comportés de telle et telle manière avec le Soudan d'État voyou. Mais j'allais vous dire, en dernière instance, qui tient la hache, qui tient la cognée? C'est bien Omar el-Béchir quand il s'agit... C'est pas très sûr, non. J'ai toujours bien, j'en parle amplement dans le livre, je crois que j'en parle suffisamment, des erreurs, des options idéologiques et politiques du régime islamiste, de l'orientation islamique, son caractère provocateur, brouillon parfois. Et brutal. Oui, brutal, ça je discute, moi, la notion de brutalité, mais bon, c'est pas des anges, mais vous connaissez beaucoup de gouvernements qui sont des anges. Non, mais l'affaire du Darfour, vous la jugez comment de ce point de vue? Je la juge très très sévèrement, parce que je pense que c'est une manipulation pure et simple. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de déplacés, de victimes, mais les responsables, disons, de la crise du Darfour ne sont pas seulement le gouvernement soudanais, ce fameux Jean Mjaouid, qui sont des espèces de monstres mythiques, qui existent, mais enfin, qui sont, c'est pas comment on les décrit. Bon, mais il y a eu toute une manipulation, un battage médiatique. Là, du coup, on n'est plus sur le Sud-Soudan. Le comportement des États-Unis et de la communauté internationale a été du domaine du brouillon. C'est pour ça que ça a duré si longtemps, pour avoir un processus de paix sous contrôle, disons, des pays occidentaux, des Nations Unies, de l'IGAD, etc. Mais par contre, le Darfour, déjà, c'est une deuxième. Il y a une corrélation entre la fin du conflit du Sud-Soudan. Tout se passe comme si on voulait trouver un successeur au conflit du Soudan. Il y a le processus de paix qui va réussir quand on a fait échouer tous les processus de paix internes. Le processus de paix sous l'égide américain, l'égide de l'IGAD, donc l'organisation régionale de l'Union africaine, ça va commencer en 2002, il va se finir en 2005. Comme par hasard, et on sait que ce processus va réussir, puisqu'il a la bénédiction des Américains, il a la bénédiction de la communauté internationale, entre guillemets. Et il y a le conflit du Darfour qui éclate. On n'en a jamais entendu parler avant. C'est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous donnez l'impression de démonétiser les acteurs locaux, comme s'ils n'étaient que des pantins effectivement de cette communauté internationale qui a peut-être tous les défauts que vous lui accordez. Pas du tout. Non. Je pense, encore une fois, j'en parle assez, ça forme une partie très très appréciable quand même du livre, notamment dans la partie récente. Je dis justement que le Soudan est un grand pays, un pays vaste, divers, pluriel notamment, il l'était, et c'est un laboratoire, c'est une construction historique. Bon, on y a mis fin. Mais je crois qu'il y a bien évidemment la responsabilité du gouvernement central. Un gouvernement central a toujours la responsabilité puisqu'il a le pouvoir. Mais il y a aussi la responsabilité des forces extérieures.
par exemple, dans le SPLA, le mouvement de John Garang, le deuxième mouvement sudiste, mais le premier, c'était la même chose, il y a eu toutes les interférences étrangères. Et les encouragements, disons, je pense, des pays occidentaux, notamment des États-Unis, d'Israël, pour ne pas le citer, dans la première rébellion au Sud-Soudan, et dans la deuxième avec John Garang. Et je crois que quand il y a eu une médiation, entre guillemets, américaine dans le deuxième processus de paix, c'était une fausse médiation, puisque les Américains étaient jugés partis. Ils ne faisaient pression que sur le gouvernement de Khartoum, et c'était une pression aimable assortie d'encouragement, finalement, au mouvement de John Garang. Alors, très rapidement, comme dernière question, monsieur Rimbaud, l'émergence, donc la naissance d'un État du Sud-Soudan, c'est une manipulation pour vous aussi? Non, je dis pas que oui, je pense qu'il y a un rêve de certains stratèges. Ça s'inscrit dans le cadre, c'est pas un printemps arabe, mais si on le remet dans la longue liste des opérations de déstabilisation du monde arabe, c'est une théorie, c'est pas un complot, je suis pas du tout conspirationniste. Mais il y a bien un plan de déstabilisation américain, c'est pas du secret. Il figure dans tous les bouquins, dans toutes les revues maintenant. C'est le général Wesley Clark, l'ancien commandant en chef de l'OTAN, qui déclarait dès les années 2001-2002, oui, nous sommes en train de travailler, enfin, il entendait ça d'un collègue du Pentagone qui disait, oui, nous sommes en train de travailler à la déstabilisation de l'Irak, on préparait la deuxième guerre contre l'Irak, Saddam Hussein, et il y a 7 pays, entre autres, il n'en citait pas plus. Mais il y avait la Syrie, le Liban, l'Iran, la Libye, l'Iran, l'Irak, et il y avait notamment, la Somalie et le Soudan. Le Soudan était le dernier sur la liste alphabétique, mais il a été le premier dans l'ordre chronologique. Je pense que c'était le premier pays à passer au coup près. Merci, et c'est pas fini. Merci infiniment, monsieur Rimbaud. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes sur France 24 en permanence, on l'espère, en français, en anglais et en arabe. Merci de votre attention.